Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Belle chemise, belle veste. Merci beaucoup. Le bleu? Ouais. D'accord. C'est beau aussi chez vous? Le bleu, c'est bon. Les quotidiens reviennent pour la plupart, Laurent Roland Tonekes, sur la célébration du 1er août ce matin, la nouvelle génération notamment. Eh bien, en la matière, nous propose les appréciations de Christophe Haïssi par rapport à la dite célébration. Alors la une va s'afficher, justement, 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Talon a incontestablement marqué notre pays. Christophe Haïssi, donc chef de l'arrondissement de Zinvière. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Laurent. Alors, je crois qu'il n'a pas tort de le dire. C'est un acteur politique qui parle. Et puis peut-être moi qui parle, je ne suis pas acteur politique, je suis journaliste. Mais quand je fais le constat de ce que Patrice Talon a pu faire à la tête du Bénin depuis 2016, mis de côté tout ce qu'on peut lui reprocher sur la question des libertés fondamentales, sur certaines choses, c'est qu'au moins d'un autre côté, Patrice Talon a marqué positivement notre pays. Ne serait-ce que la qualité des infrastructures que nous avons aujourd'hui, en tout cas telles que les grandes villes sont transformées, la transformation observée au niveau des grandes villes aujourd'hui, c'est un acquis qu'il faut encourager et pérenniser quand Patrice Talon ne sera plus là et que c'est quelqu'un de qui prendra le pouvoir. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont dit que au temps de Soglo que pavé à Miandou, est-ce qu'on va manger les pavés? Mais au moins, ces pavés posés du stade de l'amitié vers Zogbo continuent de desservir les populations. N'eût été ces pavés, on sait très bien que c'est une zone marécageuse, ça va être difficile de circuler par là. Et donc aujourd'hui, quand on voit un peu l'asphaltage au niveau de certaines communes ou certaines communes maintenant, certaines rues de Cotonou, on peut s'en féliciter. Moi, je me rappelle avoir fait le reportage sur le tronçon Ciné Concorde, et comment vous appelez, à Blanc-Gandin. Et j'ai encore les images là. Je vois les images d'hier, je vois les images d'aujourd'hui, et je me rends compte que oui, c'est très beau. C'est très beau. Il faut et c'est pourquoi je le dis aux gens, nous ne sommes pas opposants ici, nous sommes journalistes. Nous faisons notre travail. Quand Talon fait bien, nous dirons qu'il a très bien fait. S'il fait mal, en tout cas, moi, je n'aurai pas de gêne à revenir sur cette situation. Vous en connaissez qui ont du mal à le dire, c'est ça? Quoi? Ah, oui, non, il y en a plein. Quand il fait mal, c'est ça? Il y en a qui ne peuvent pas le dire ou bien qui ne veulent pas le dire. En tout cas, moi, je suis pas dans cette posture. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, je pense que quand Patrice Talon fait bien, il faut dire. Et je crois que quand on regarde la qualité des infrastructures aujourd'hui, c'est vrai que sur la question, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne connaît pas totalement ce que ça nous coûte aux contribuables béninois. Mais sur la qualité, je crois que Patrice Talon a marqué ce pays. Et sur un certain nombre de réalisations, Patrice Talon continue de marquer ce pays. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il fasse davantage pour marquer ce pays, pour qu'au soir de son mandat, qu'on puisse le célébrer. C'est tout souhait qu'on devait avoir si on est aussi patriote, on doit pouvoir souhaiter le meilleur. Et d'ailleurs, même moi, je le dis toujours, la Bible est claire. Il faut prier pour les gouvernants. Parce que parfois aussi, quand ils sont au pouvoir, le pouvoir leur prend la tête parfois. Bien sûr. Et parfois, ils se croient parfois tout puissant, tout permis, éternel. Malheureusement, omniscient, éternel. Et donc, les erreurs peuvent vite arriver. Et donc, parfois, il faut des gens pour lui dire, Monsieur le Président de la République, là où vous allez là, c'est dangereux. Et je crois que c'est le rôle là que nous jouons. Malheureusement, des gens penseront toujours qu'on est à la solde d'une opposition ou je ne sais quoi, mais ça fait le problème. Moi, je crois qu'il est arrivé des moments où j'ai félicité le gouvernement et l'opposition, même si l'opposition fait mal, je critiquerai. Donc, Patrice Talon, sur certaines questions, oui, avouons-le, ce n'est pas parce que c'est Haïssi qui le dit. Il a marqué ce pays sur un certain point. C'est vrai que sur la question des libertés, on peut dire alors négativement aussi, il a marqué le pays. D'accord? Mais positivement, quand même. Il faut l'avouer, un certain recul en la matière. Voilà, donc, sur la question qu'il positivement, il nous a marqué quelque part et négativement, il nous a marqué quelque part. Mais tant qu'il travaille à corriger là où il nous a marqué négativement. C'est encore possible. C'est encore possible, il a encore 3 ans. Et je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez. Tous ceux qui sont autour de lui qui disent, Monsieur le Président, ne l'écoutez pas, ne les écoutez pas, allez-y. C'est les premières personnes qui vont le désavouer. On a pu voir. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Ils vont le renier comme Pierre. Et vous savez, en venant tout à l'heure, j'ai pensé à une situation. Parce que hier, suite à l'analyse hier, je crois que quelqu'un disait que
c'est comme si on prenait Feco pour les démocrates ou bien on demandait que ceux qui sont en prison, ceux qui ont des trucs mal gérés, qui sont en prison et qui sont à l'extérieur, soient laissés pour rentrer. Okay. Je suis formel sur un fait. Ceux qui ont mal géré les ressources du Bénin, doivent à un moment donné, et qui sont impliqués, dont les preuves sont établies, ils doivent répondre. Mais il y a des gens qui sont en exil du fait des intrigues politiques. C'est de ça moi je parle. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de mauvaise gestion, des gens détournés et qu'ils doivent répondre là. Maria Greta, ceux qui ont géré sont où? Ceux qui ont fait le musée de la honte à l'entrée de Porte-Nouveau sont où aujourd'hui? Pourquoi ces dossiers-là n'évoluent pas? Donc je crois qu'il faut vider toutes les questions. Et les mêmes personnes qui ont géré le musée de la honte à l'entrée de Porte-Nouveau, quand Baboun Yaya a demandé qu'on lève leur humilité à un moment donné, c'est les mêmes personnes qui le soutenaient qui sont devenus ses opposants. Et qui d'ailleurs ont sauté depuis juin pour aller vers Adjavon, parce qu'Adjavon donnait le cash à l'époque pour faire Adjavon. Parce que Patrice Talon, les connaissant, et le monsieur, c'est un homme d'affaires fin, et il ne donnait pas l'argent comme peut-être l'autre. Malheureusement, beaucoup pas mieux sont allés vers Adjavon. Ils ont réussi à couler Adjavon, et les mêmes ont sauté depuis juin, 2 mai juin, pour rejoindre Patrice Talon. Donc, Patrice Talon doit pouvoir aussi comprendre. D'ailleurs, je ne lui apprends rien, il le sait très bien, il les connaît tous. Donc, mais attention, parfois, ça peut lui échapper. Donc, de se souvenir qu'à la fin de son mandat, c'est lui qu'on retiendra comme, en tout cas, chef. Et c'est le bilan, c'est à lui qu'on va attribuer ça. Si c'est mauvais, on dira que c'est lui. Si c'est bien, la preuve, les gens ont bouffé comme ils veulent, comme si c'est leur héritage familial, les ressources du pays dans ce pays, sous Boni Yayi. Aujourd'hui, c'est Boni Yayi qui porte le chapeau. Parce que les mêmes ont fait bloc pour se retrouver, soit dans les informations de la mouvance présidentielle, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin. Mais je pense que sincèrement, oui, il faut que Patrice Talon fasse très attention. Il a encore la possibilité de se faire célébrer, en tout cas à la fin de son mandat, pas qu'il ne soit pas célébré pour ce qu'il a fait. Moi, je pense que personnellement, je le célébrer pour ce qu'il a fait. Parce que quand on circule au moins aujourd'hui, oui, on a un sentiment de fierté. Une fierté quand même. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'il raconte ce matin? Mais écoutez, je ne suis pas opposant, je suis journaliste. Non, vous en faites pas, il ne s'est pas cogné la tête avant d'arriver en plateau ce matin. Et d'ailleurs, je n'ai reproché qui que ce soit. Je n'en veux pas d'ailleurs. Oui, Laurent Roland-Tony Nicaise, toujours en rapport avec la fête de l'indépendance 2023. Matin Libre titre ce matin, attention à ne pas tordre le cou à l'histoire. Les petits enfants nous suivent. Oui, voilà l'une des erreurs des gars qui soutiennent Patrice Talon. J'ai comme l'impression qu'ils ont une mémoire courte et ils pensent que tous les Béninois ont une mémoire courte. J'ai entendu des gens dire que c'est la première fois qu'un chef d'État nigérien vient fêter à Cotonou. Mais c'est quand même une bêtise. Il faut quelqu'un pour leur dire parfois arrêter ces bêtises. En 2015, Boari était à Cotonou. Il était annoncé pour être là même un vendredi. Et c'est le samedi qu'il est arrivé. Le quotidien fait bien d'ailleurs de montrer l'image. Et ils étaient, même Boari et Boni Yayi étaient rentrés dans le même véhicule pour aller faire le dépôt de gemmes au monument aux morts. Donc, il y a que parfois, comme les gens n'ont pas l'information, ou parfois qu'on a tellement posé des actes pour faire oublier le passé, les actions du passé de Boni Yayi. Boni Yayi n'a pas été que mauvais à la tête du Bénin. Arrêtons de dire ça parfois. Parce que tel que les gens le disent, c'est que demain ils peuvent le dire à Patrice Talon. Non, Boni Yayi n'a pas été que mauvais. Il a fait des choses positives qu'on peut apprécier aujourd'hui. Tout au moins aujourd'hui, même s'il y a microcrédit à la FIA, c'est parti de quelqu'un quand même. Justement. Même s'il y a un truc de l'ANP aujourd'hui, mais c'est quand même parti de quelqu'un. Même si ça a été amélioré aujourd'hui, ça c'est parti de quelqu'un. Quand on parle d'asphaltage, mais c'est parti de quelqu'un quand même. Donc je crois que les gens veulent... Merci à Martin Libre de soulever ça ce matin. Il ne faut pas tordre le cou à l'histoire. Rappeler que des gens ont pris par là et ont fait aussi quelque chose. Boari était à Cotonou en 2015 pour fêter avec nous. Donc ce n'est pas la première fois que les gens cessent de dire des bêtises comme ça. Et je crois que parfois, c'est le cas que vous voyez qui dit ça. Et je me demande, mais ils étaient où dans ce pays? Est-ce que c'est les gens-là qui vivaient dans les villages qui n'avaient pas de télévision? Ou bien n'avaient pas de radio? Ah non, arrêtons ça une fois. Boni Yayi n'a pas été que mauvais. Il a réussi à amener Boari ici. Quand bien même, on sait comment Boari est un peu dur. Mais Boari était là quand même. Donc,
les relations entre le Bénin voilà, et le Nigeria sous Boari n'ont pas forcément été les meilleures. Non, non, ça a pris un coup à partir de Patrice Talon. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais qu'à partir de Patrice Talon, ça a pris un coup au point où on a assisté à la fermeture des frontières. Mais ne dites plus jamais, je vous en prie, ne dites plus jamais que c'est la première fois qu'un président nigérien vient au Bénin pour fêter. Quand même, Boari était là. À moins que là où Boari était venu fêter, ce n'était pas Bénin. C'était pas le Bénin peut-être. Alors en parlant justement de la présence du président nigérien au Bénin dans le cadre de la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le quotidien Le Matinal titre ce matin « Présence de hautes autorités nigérianes aux festivités du 1er août, un revers pour les boycotteurs de la célébration ». C'est encore une autre bêtise que de dire que c'est un revers pour les boycotteurs. C'est quel revers? Écoutez, nous sommes dans un pays de démocratie, les gens sont libres de manifester par tous les moyens. Et à un moment donné, ceux qui ont boycotté ont posé une condition, ont demandé quelque chose. Et pour cette cause, ils n'ont pas eu de suite. Gain de cause. Et donc, c'est libre à eux de venir ou pas. Rien ne dit que si vous ne venez pas célébrer la fête nationale, que vous n'êtes pas béninois. Est-ce que c'est les 12 millions, 13 millions béninois qui étaient tous sur le boulevard de la Marina? Non. Des gens avaient même reçu des invitations, ils ne sont pas partis. Allez fouiller. Parce qu'ils ne trouvent pas, mais pourquoi j'irai là-bas? J'irai chez moi, je suis à la télé, c'est plus simple. Je vois même. Maintenant, les opposants ont posé une condition, ils ont demandé quelque chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de suite. Et les gens utilisent tous les moyens pour se faire entendre. Le simple fait qu'ils n'aient pas assisté à la célébration, il y a des représentations diplomatiques. D'autres pays nous suivent, ont eu les informations. Donc, s'il y a des gens qui peuvent faire les bons offices et intervenir, ils vont intervenir. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour dire que bon, c'est un revers, ou parfois on dit que Boari est venu, Tinubu est venu leur ravi la vedette. C'est des bêtises. Excusez beaucoup d'apprécier de cette manière. Je pense sincèrement que nous devons, en tant que fils et filles du Bénin, réfléchir pour utiliser les vrais mots pour dire au pouvoir en place, écoutez, ramener la balle à terre, écoutez ce que disent les autres. Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution à la crise peut-être qui secoue le Bénin? Crise politique, j'allais dire, j'insiste là-dessus. Et quand on règle les problèmes de crise politique, c'est qu'on peut régler les problèmes de crise sociale ou crise économique. Parce que l'un dans l'autre, ceux qui sont impliqués dans des dossiers ou dans des situations où il y a une crise politique, il y en a qui peuvent apporter une plus-value à l'économie du Bénin. Et donc, quand on va régler ça, c'est que ça peut donner un coup d'accélérateur à l'économie du Bénin. Et ça va peut-être créer de l'emploi encore. Ça peut ouvrir d'autres opportunités, permettre au pays d'avoir d'autres opportunités. Ce sont des pensées qu'une seule hirondelle peut faire le printemps. Parce que, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont opposants, d'accord, qui sont à l'extérieur, d'accord, mais qui sont peut-être en prison aussi, d'accord, mais qui ont un cahier d'adresse qu'ils peuvent mettre à la gestion du Bénin. Écoutez, le jeune ministre des Affaires étrangères est au gouvernement. Depuis qu'il est au gouvernement, on a constaté qu'il y a un certain rapprochement avec le Nigeria. Et vous avez pu voir les images pour la fête nationale. Comment ça se passe? Pour vous dire quoi? Le jeune là a mis son cahier d'adresse à contribution pour le pays. Mais peut-être que les autres aussi qui sont en prison ou bien en exil, certains parmi eux, peuvent apporter encore un plus à l'actualité politique, au système politique en place, pour que nous puissions aller véritablement au développement. Je crois que nul ne doit être mis de côté pour ce qui nous intéresse, ce qui concerne le débat politique. Parce que les intrigues politiques, ça ne construit pas un pays. Merci à vous, Laurent Roland Toniquet. De toute façon, on revient sur ce sujet dans l'actu décalé sous une autre forme. On s'interrogera donc sur le ressenti des populations quant au boycott justement du défilé du 1er août par les deux présidents de la République, ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniayi, puis le parti Les Démocrates. Variation attendue donc via le 96, 76, 68, 68. Laurent Roland Toniquet, vous avez évoqué le nom du ministre des Affaires étrangères, Adjadi Bakari Olusegun, justement au travers du ministre des Affaires étrangères, la position donc du Bénin quant à la crise politique au Niger est désormais totalement claire. Le ministre s'est exprimé, entre autres, sur les ondes de Radio France Internationale. Laurent Roland Toniquet. Oui, je crois que le Bénin est dans une organisation, notamment la CEDEAO, où le Bénin veut faire respecter, en tout cas la lettre, veut faire respecter la lettre, les décisions prises par la CEDEAO.
Mais je le dis, je l'ai dit hier, je le dis encore ce matin, l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé. Pour dire. Le Niger a besoin de nous, d'accord. Mais nous avons besoin du Niger. Regardez les camions d'Orion qui quittent le Niger pour le Bénin. Regardez les transactions, les échanges commerciaux entre le port de Cotonou et le Niger. Regardez un certain nombre de choses entre le Niger et le Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir et revoir les sanctions? Les sanctions qui sont prises parfois par la CEDEAO, est-ce pour asphyxier la junte au pouvoir ou bien pour asphyxier le peuple nigérien? L'un dans l'autre. Non mais attention. L'un dans l'autre, l'un pour l'autre. À un moment donné, ils ont fait la même chose. On sait que c'est un communiqué standard. Oui, voilà, ça passe toujours. Oui, en fait, avec quelques... Non, en fait, ils changent justement le nom du pays, quoi, en fait. Oui. Non. Même si dans le cas d'espèces, en fait, les mesures sont un peu plus corsées. Oui, mais il y a... Oui. Et la réaction a également été plus prompte. Je vous dis, il y a souvent des communiqués standards. Apparemment, ils ont des modèles type là, et puis après, ils mettent ils effacent le nom. C'est le propre de toute administration. Ils mettent le nom. C'est le propre de toute administration. Bon, okay, on y va. Oui. Donc, les mêmes choses ont été dites ici par rapport au Mali. Oui. Le peuple malien n'a pas lâché la junte au pouvoir. Ça dépend des moyens dont il dispose. Vous voyez, la Russie s'invite dans ce débat déjà. Il refuse une intervention militaire au Niger et propose une solution. Pour vous dire, le dialogue. Voilà, pour vous dire quoi? Pour vous dire que ils veulent faire du Niger le théâtre de la confrontation des puissances étrangères. Et ça va être préjudiciable pour le peuple nigérien, mais pour tous les peuples de la sous-région. D'ailleurs, nous savons très bien qu'au Mali, il y a déjà une junte, au Burkina Faso, une junte, en Guinée, une junte. Et donc, ces pays qui déjà soutiennent le Niger et qui avaient déjà acquis des matériels de haute génération, en tout cas avec la Russie haute là, ne vont pas lâcher le Niger. Alors, quand ils vont se mettre ensemble pour combattre, qu'en serait-il des populations en Côte d'Ivoire? C'est qu'ils l'ont menacé d'ailleurs, hein, parce que voilà. Qu'en serait-il pays, le Mali, enfin le Mali et le Burkina Faso, et le Niger, la Guinée aussi la Guinée a fini par rejoindre. Oui, voilà. Et donc, qu'en sera-t-il des populations de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo? C'est pourquoi tous les chefs d'État en réalité qui n'ont pas encore subi de coup d'État doivent faire très attention et savoir où mettre les pieds et savoir quoi dire. Parce que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez peut-être pas tous les facteurs qui ont motivé. En tout cas, on connaît les raisons, ils ont évoqué des raisons. Mais si les chefs d'État, les autres chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas reconnaître qu'il y a des problèmes dans leur pays ou dans les pays dont on parle, mauvaise gestion, malgré les ressources dont disposent ces pays, il vaut mieux faire l'effort de ne pas intervenir n'importe comment parce que, après tout, eux, ils ont la possibilité de prendre un billet pour aller se retrouver à Paris, à l'abri des difficultés. Mais les populations, regardez les populations au niveau de Malanville, de Karimama, tout cela, toutes ces populations-là. Quand ça va péter, ça va commencer. Qui va les protéger? Quand vous allez au niveau du Niger, du Togo, quand vous allez au niveau, c'est vrai que l'armée togolaise est remplie de beaucoup de nordistes dans une certaine mesure. Pas de difficultés pour autant, mais attention. Parce qu'il y a des Béninois qui vivent au Niger. Il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas. Il y a des Togolais qui vivent là-bas. Il y a des Ghanéens qui vivent là-bas. Donc, qu'en serait-il des populations? Parce qu'à un moment donné, quand ça va exploser, les gens ne feront plus la part dans une certaine mesure. Je crois qu'il y a matière à réfléchir encore sur les sanctions. On peut prendre des mesures pour interdire le voyage, par exemple, la junte au pouvoir. Oui, ce qui a été fait déjà. Oui. Je les avoirs de la junte au pouvoir. Oui. Pas vous savez, du Niger. Voilà. Et prendre d'autres mesures. C'est vrai que le Nigeria, par exemple, a déjà mis un terme à la fourniture en énergie électrique. Oui, mais justement... Le Nigeria qui fournit à 110% quand même le Niger en la matière. A quelque chose de malheur, bon. La France exploite l'uranium du Niger pour avoir l'électricité et l'énergie depuis des années. Le Nigeria a fini par fermer, a interrompu la fourniture de l'énergie. Ok, le Niger peut chercher d'autres partenaires pour utiliser son uranium pour avoir l'énergie sur place maintenant. On verra qui va en souffrir. Ce n'est plus le Niger. Si la junte au pouvoir a une bonne vision, une bonne ambition, ils ont tout pour développer leur pays en réalité.
La seule chose que nous avons, que les gens au cou, la corde qu'ils ont au cou peut-être, c'est le franc CFA dans une certaine mesure, qu'il faut travailler. Vous savez combien de fois que les chefs d'État que vous voyez là se rassemblent pour dire qu'on va changer le CFA en éco? Alors, quand Macron s'est invité dans le débat, vous avez entendu encore parler de ça depuis des mois? Non. Il y a un problème à régler. Il y a un problème à régler. Je le dis, hein, les gens peuvent le prendre mal. Je ne fais pas l'apologie des coups d'État. Mais je dis une chose, quand vous tombez, vous ne regardez pas là où vous avez renversé votre marchandise. Vous regardez là où vous avez trébuché. Qu'est-ce qui a fait que j'ai trébuché au point de renverser ce que j'ai sur la tête? Donc il faut penser à régler ce problème en amont. Et là, on pourra éviter dans les années à venir les coups d'État dans tous les pays de la sous-région et notamment en Afrique. D'accord. En tout cas, sur le sujet du Niger, justement, il faut savoir que les chefs d'état-major de la sous-région sont au Nigeria depuis hier, si je ne m'abuse, pour le chef d'état-major une rencontre de 3 jours qui doit justement statuer sur, entre autres, la manière dont une intervention militaire pourrait s'opérer dans ce cadre. J'ai lu et j'ai pu voir le chef d'état-major du Niger qui parle d'attendre Boari qui lui donnera des ordres pour qu'il aille intervenir. Et je crois que j'avais quelqu'un poser la question de savoir s'il était si fort, pourquoi n'a-t-il pas réussi à dégager tous les terroristes de son pays. Je crois que vous avez des problèmes chez vous. Le Bénin aussi a des problèmes de terrorisme. Et on veut encore mettre la bouche dans l'affaire du Niger. Non, trouvons les moyens, allons au dialogue plutôt que de dire on veut faire une intervention militaire. Et le Nigeria a fait une intervention au Libéria. Plus de 2000, pratiquement 2000 hommes qui sont décédés. Ça, finalement, les parents de ces militaires-là qui sont allés intervenir dans ce pays-là, vous voulez envoyer qui aller combattre au Niger? Mais écoutez, ça, l'argent qu'on veut mettre pour aller combattre au Niger, utilisez l'argent là pour faire autre chose dans les pays et aller au dialogue. Si la junte a une bonne vision, travaillez avec eux pour leur dire, vous avez un tel délai. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est difficile parce que des gens ont occasionné cela. S'il n'y avait pas un antécédent, les gens ne vont pas faire un coup d'État à Bazoum. Et ça fait des mois que les gens prévenaient Bazoum quand même. Les gens sont montés au créneau pour dire, Bazoum n'a qu'à faire attention. Mais ce n'est pas moi seul qui ai vu ces vidéos circuler. On a vu ces vidéos-là circuler depuis des mois. Qu'est-ce que Bazoum a fait pour anticiper, pour éviter ça? Quand on a dit qu'on veut intervenir en Guinée, il a été le premier à quitter son pays pour venir au Bénin pour chercher Patrice Talon pour aller voir Tinubu au Nigeria. Parce qu'il pense qu'en faisant ça, il serait à l'abri des coups d'État et qu'on pourrait le protéger. Mais voilà que dans le feu de l'action, il est surpris. Il peut être rétabli à tout moment. C'est possible, mais c'est vrai que les chances sont tellement minces. Mais il faut que ce qui se passe interpelle d'autres personnes pour qu'on se dise, mais oui, comment on en arrive là? Comment est-ce que quelqu'un qui, d'ailleurs, même a été désigné dans un comité et tout ça là, et qui veut maintenant aller négocier avec les deux chefs d'État, que c'est lui qui subit en même temps un coup d'État. Les gens sont en train, en réalité, de passer un message. Et les gens n'ouvrent pas les yeux pour comprendre. Vous voulez dire à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbouya, arrêtez ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et ce que vous avez mis dans un comité pour envoyer, la première personne qui a pu se déplacer pour venir voir son homologue ici, pour commencer par moi, pour que le travail soit fait avant que Ambalo ne vienne aussi, Sissoko aussi ne vienne, et que cette personne subit un coup d'État. Est-ce que le coup d'État du Niger, c'est seulement du fait de Tiani? C'est vrai qu'ils ont des informations peut-être que moi je n'ai pas. Mais cela suppose que peut-être qu'il y a d'autres forces étrangères derrière. Et tenez compte de tout ça pour dire maintenant, que faisons-nous pour régler véritablement le problème plutôt que de rester là à dire la force, la force, la force. Les Béninois vont souffrir dans les prochaines semaines parce que si les frontières sont fermées, votre femme viendra vous dire que l'Orion, l'unité, c'est à 100 francs. Désormais 100 francs ou 200 francs CFA, par exemple. Et les pommes de terre, le kilo va passer à 3000. Parce que le Bénin ne fait pas, malheureusement. Après, évidemment, ça, ce sont des conséquences qui peuvent, on va dire, découler de l'effectivité de l'application de ces mesures. Mais faut-il s'en tenir à cela? Non, attention, le port de Cotonou va prendre un coup bientôt. Parce que les recettes vont diminuer. Parce que si vous bloquez tout... C'est autant de prix à payer. C'est autant de prix à payer. Peut-être pour la restauration justement de l'ordre constitutionnel. Quel prix voulons-nous payer? Quel prix voulons-nous payer? Alors qu'en réalité, on peut régler les problèmes autrement. Je vous ai dit simplement, c'est quoi? La restauration, d'accord. Le peuple nigérien aujourd'hui vous a demandé ça. Je parle à la CEDEAO.
Est-ce que le peuple nigérien vous demande de venir combattre dans son pays? Oui, mais quel pouvoir détient concrètement le peuple nigérien? C'est les chefs d'État. Quand le président de la République est retenu en otage depuis presque une semaine. Justement, c'est les mêmes chefs d'État qui vous disent que un État est souverain. D'accord? Donc, ce qui se passe au sein des peuples dans un pays, c'est souverain. Les gens en parlent entre eux. Oui. Vous trouvez le moyen de les accompagner pour régler les problèmes, plutôt que de prendre des mesures dont vous serez aussi victime. Oui, mais ici, il s'agit de l'usage de la force. De toute façon, le président nigérien est je détenu, ne conseille pas au Bénin de se mettre dans cette affaire d'intervention militaire parce que nous avons des populations à Karimama, Malanville, qui peuvent en partir. Nous avons des Béninois qui vivent là-bas. On peut éviter l'utilisation de la force, de l'intervention militaire, mais trouver d'autres solutions. Il y a bien des mesures qu'on peut prendre pour rendre la vie difficile à la junte au pouvoir. D'accord. La junte au pouvoir, justement, au Niger, qui en tout cas a engagé des échanges avec la société civile. Le quotidien La Primeur nous en parle ce matin, une rencontre de vérité avec donc, les organisations de la société civile qui a duré à peu près 2 heures hier, afin justement de discuter de ce qui se passe dans le pays. On attendra de voir, Laurent Roland-Tonekes, les derniers développements de la situation au Niger. Il faut préciser aussi que le président de la junte au pouvoir, donc Abdourahmane Tiani, a fait une sortie hier, pour en tout cas s'exprimer par rapport à la situation et notamment par rapport à la menace d'intervention militaire proférée par la CEDEAO. Poursuivons. Laurent Roland-Tonekes, revenons au Bénin, si vous le voulez bien. Le Grand Quotidien titre ce matin: acte de terrorisme à Materi, Nord-Bénin, riposte des militaires à une attaque d'individus armés. Des explosions de mines font des blessés. Alors, voilà, on parle de la présence d'une force militaire au Nord-Bénin. Malgré la présence de cette force au Mali, ça n'a pas empêché les djihadistes de frapper tous les jours. Et cette force, malgré sa présence au Niger, n'a pas empêché les djihadistes de frapper tous les jours. Et d'ailleurs, ils sont encore au Bénin maintenant. Malgré ça, les djihadistes continuent de frapper. Pour vous dire que le véritable problème, c'est que les pays doivent être concentrés sur leur sécurité intérieure. Parce que la force qu'on vous envoie a bien peut-être des missions au-delà de la sécurité. Et quand c'est au-delà de la sécurité, c'est que pendant que peut-être on attise le feu de l'autre côté, on vient jouer les sapeurs-pompiers. Il faut véritablement que nous puissions nous organiser pour combattre les djihadistes plutôt que de penser que c'est d'une intervention militaire au Niger que nous avons besoin. Ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est de travailler véritablement à affaiblir les djihadistes pour la sécurité de nos populations, surtout dans la partie septentrionale. On a déjà ce problème. Et vous passez par la frontière avec un pays, vous voulez vous mettre dans une force d'intervention militaire, ça va tout chambouler. Ça va être un problème difficile à gérer. Je crois que c'est ça. Et donc, il faut décerner ce matin un satisfait, en tout cas, aux forces de défense et de sécurité du Bénin, qui font un travail très important, et qui, par le passé, n'avaient pas assez de moyens, mais qui faisaient un effort. Aujourd'hui, ont les moyens et qui font un effort également. On ne peut que les féliciter et souhaiter que tout se passe pour le meilleur pour eux, qu'ils arrivent à affaiblir davantage les djihadistes et que des résultats soient trouvés, que des Béninois soient protégés dans la partie septentrionale du Bénin. Mais attention, on fait bien de dire que les djihadistes sont dans la partie septentrionale du Bénin, mais malheureusement, on a pu voir du jour au lendemain les gens venir frapper à Ouagadougou. On a pu voir du jour au lendemain les gens aller frapper à Bamako, donc dans la capitale. Donc, ça veut dire quoi? Dans le même temps que nous prenons des dispositions pour neutraliser les djihadistes dans la partie septentrionale, il faut que nous soyons très éveillés au niveau de la capitale, parce que quand ils essaient vous les évitez dans les parties reculées, zones reculées, ils viennent frapper fort là où il y a une faute de densité. De la population. Donc, à ce niveau, que les mesures de sécurité à Cotonou soient davantage renforcées, que le système d'alerte, le système de renseignement soit mis en état d'alerte, et que les populations soient
collaborent avec les forces de l'ordre en dénonçant tout mouvement suspect dans leur localité, dans les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je le dis, ce n'est pas pour faire de la mauvaise publicité pour ceux qui ont des résidences meublées, maisons meublées. Parce que dans ces résidences meublées, beaucoup de choses se passent. Niche, voilà, beaucoup. Parce que quand ils viennent, ils veulent faire des forfaits parfois, ils évitent d'aller dans les hôtels parce que dans les hôtels, il peut y avoir une traçabilité. Donc, tout ce qu'on appelle résidence meublée dans Cotonou et environ, on doit pouvoir, je passe à l'État central, on doit pouvoir trouver un mécanisme pour suivre les mouvements. Dans une certaine mesure. Pas qu'il faut aller placer des caméras, mais travailler avec les responsables parce que je sais que beaucoup de personnes proches ou pas loin du pouvoir ont construit des résidences meublées. Investissent oui, dans ce projet-là et se font de l'argent. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qui vient, qui sort. Quand vous êtes dans un quartier, que quelqu'un veut louer dans votre quartier, vous savez. Mais dans ces résidences, c'est que c'est des gens, pour la plupart, qui peuvent venir une nuit, 2 nuits, rester là et puis commettre leur forfait reparti. Donc il va falloir travailler aussi sur cet aspect. Travailler donc sur autant d'aspects pour sécuriser les populations béninoises. Laurent Roland-Toniquès, avec les 4 vérités, on apprend ce matin que les membres du gouvernement sont en vacances. Oui, quand on finit de travailler pendant un moment, il faut aller en vacances. Donc ça me donne des envies d'aller en vacances aussi. Parce que j'ai travaillé à apprécier ce que fait le gouvernement. Donc comme ils sont en vacances, moi j'ai en vacances. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de matière à analyser ou à apprécier. Non, c'est juste pour blaguer. Oui. Non, je crois que quand on travaille pendant un moment, je sais combien les gens sont sous pression avec Patrice Talon. Stress Ah oui, attention, avec ce monsieur, pour le peu que je connais de lui, sous la pression, vous n'avez pas de répit. C'est-à-dire que on ne vous la laisse pas une seule minute. Donc voilà, si les gens font tout ça, il faut leur permettre qu'ils aillent en vacances. Je leur souhaite beaucoup de santé d'ailleurs au retour des vacances et qu'ils reviennent requinqués pour continuer ce qu'ils ont commencé et qu'après les vacances aussi, que de bonnes décisions, de bonnes choses soient faites pour l'intérêt du général dans une certaine mesure. Voilà, donc je n'ai rien contre les vacances, je pense que c'est une très bonne chose, il faut leur permettre de souffler quand même. C'est des humains parce qu'à un moment donné, c'est très vite arrivé un AVC où vous passez de vie à trépas très facilement ou bien vous devenez invalide, hémiplégique dans une certaine mesure. Et après, on dira que vous avez servi la nation. Et on sait très bien que quand on sert la nation et qu'à un moment donné, malheureusement pour vous, vous tombez, on ne se rappelle pas de vous. C'est quand vous êtes là qu'on vous connaît. Bonnes vacances à vous. Bénin, un policier, Laurent Roland-Toniquès, déposé en prison pour trafic de faux médicaments. Ouais. Celui qui devait arrêter a été arrêté. Non, vous savez, je ne vais pas justifier, mais je dis, il y a des cas, des situations où je me dis, est-ce qu'on doit envoyer tout le monde en prison? C'est-à-dire? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait mieux valu faire peut-être en la matière? Il faut trouver des moyens pour le sanctionner. D'accord? Il faut trouver des moyens pour le sanctionner, le moraliser. Si vous voulez, parce qu'il va en prison, c'est tellement qu'il finira par être radié. Je ne sais pas, je le dis, c'est possible. Mais je pense sincèrement que dans bien des cas, on a la possibilité d'appeler les gens, de leur poser la question, de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous vous retrouviez dans telles difficultés. Parce que moi, je le dis, je le dirai jamais assez, j'ai du mal à comprendre que dans notre pays, ceux qui volent les milliards sont bien traités, entre-temps parfois protégés. Mais c'est un gars qui a volé un coq ou un mouton. La dernière fois, j'ai vu des gens brûler vifs, c'est deux ou trois individus qui ont volé des moutons vers le Koufou. Je crois qu'il y a un problème. Je pense que tous ceux qui vont voler ont-ils, au prime abord, dans leur gène, dans leur corps des gènes de vol. Des facteurs, malheureusement, et un peu de distraction peut vous amener à commettre le forfait aussi vite et vous regrettez après pour la vie. Donc, quelqu'un comme policier qui fait trafic de faux médicaments, combien de médicaments a-t-on trouvé chez lui? Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas beaucoup de médicaments, il y a moyen de régler le problème autrement. En tout cas, moi, je pense, on n'a pas besoin d'envoyer tout le monde en prison. Il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés.
En parlant de vol et de prison, justement, voici quelques-uns qui mériteraient peut-être aussi d'aller en prison ou pas, vous nous le direz. Gascani Info, au titre Vente de riz dans certains marchés du Bénin, des malices pour voler les clients. Alors, quand on vole des sacs de riz, je sais pas moi, quand on fait des manœuvres pour voler les clients dans le secteur de la vente du riz, on mérite la prison ou pas? C'est illégal, c'est pas bien. Vous savez, il y a des facteurs. Je ne justifie pas en fait. C'est d'ailleurs, moi j'ai de la peine quand chaque fois on me dit quelqu'un a volé, quelqu'un s'est mal comporté. Je pose la question autrement. Je dis, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Oui, c'est vrai que quand on voit la chose du point de vue psychologique et spirituel, on peut tout de suite dédouaner l'individu. Non, non, je ne dédouane personne du côté du point de vue spirituel psychologique. Non, 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 non. Je regarde les conditions qui peuvent amener. Vous avez Les un ami, conditions de vie, c'est ça? vous avez un ami Oui, oui, mais... qui n'a, attendez, vous avez un ami qui n'a jamais pensé voler dans sa vie. Mais à un moment donné, il est dans une situation difficile où il doit honorer peut-être une dot, il doit rembourser une dette à un moment donné. Et il est dans une situation où il a la possibilité. Une voix peut lui dire. En fait, vous avez votre conscience parfois qui vous parle. Et il y a le moi intérieur qui dit, mais pourquoi tu ne prends pas ça pour régler ça? Ça peut arriver très vite. Pas qu'il a eu l'intention de voler, mais là, l'idée est arrivée dans sa tête, mais il n'a pas su se maîtriser. C'est tout simple, je ne parle pas de spirituel. Je ne suis pas dans les bêtises de ces sorcelleries qui a fait qu'il a volé. Non, non. Je parle de... non. Moi, je vois même la chose au-delà. Moi, je pense mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des facteurs. Concentrons-nous donc sur les conditions de vie, c'est ça. Donc, il y a des facteurs qui peuvent amener les gens. Quand on me dit qu'un Zémidien a volé un bidon d'essence, mais vous pensez à parcours. Et puis, sans fallait, il allait être brûlé. Mais je me pose la question de savoir alors, ce Zémidien-là, je vais questionner son passé. Est-ce qu'il avait l'habitude de voler? Si non, ok. Si c'est non, ok. Qu'est-ce qui peut l'amener à voler? Qu'est-ce qu'il vit actuellement? Qu'est-ce qui peut l'amener à voler un bidon d'essence? L'essence coûte cher aujourd'hui. Et les Zémidjians, tout le monde sait qu'ils prennent des camions de la moto, ils font le tout parfois, difficilement trouver un client. Donc, ils trouvent l'essence là, il peut se dire, le bidon d'essence là, ça peut me servir à faire 2-3 jours pour faire de l'argent. Paf, c'est arrivé. des économies en fait. Paf, c'est arrivé. C'est vrai qu'on me dira que c'est de la mauvaise foi. Mais vous savez que ce ne sont pas justement des comportements à encourager. C'est ce que je dis. J'ai toujours dit, je l'ai dit, ce n'est pas encourager. Mais plutôt que de jeter des gens comme ça en prison, faites-les asseoir, faisons-les asseoir, pardon, et posons-les les questions, essayez de voir comment faire parce qu'une personne qui vole un coq que vous avez voyé en prison là, le gars va en formation chez d'autres là-bas. Pour voler un bœuf après. Ah oui. Bonne nouvelle, on va peut-être finir là-dessus avec le quotidien, le matinal, Laurent. Viabilisation des zones rurales sans localité à électrifier. Le top des travaux donnés à Zé, Savet et Niki. C'est une bonne nouvelle, mais moi je me pose des questions. Vous dites bonne nouvelle. Pendant que parfois on a des coupures de courant dans certaines localités qui peuvent durer une journée. Est-ce qu'on a réglé le problème de la disponibilité de l'énergie? On nous a dit à la veille de 2022 que les problèmes réglés ont été à 70 ou 66, je ne sais quoi pour cent. Mais on a pu constater que Zagonik et son équipe sont restés là. D'abord, lui, il est parti, on ne sait même pas où il est. Est-ce qu'il est revenu, on ne sait même pas. D'accord? Et quand il y avait plus, heureusement, que maintenant, quand il n'y a plus de coupure. Mais quand Zagonik était là, avant les différents scandales qui ont secoué la SPDG, quand il n'y a plus, il y a souvent coupure. Dès qu'il y a le moindre éclair dans le ciel. Voilà. Donc, mais là maintenant, dès que le ciel s'assombrit, commence à s'assombrir pour annoncer la pluie, il y a coupure de courant. Mais là maintenant, au moins, après ce scandale, c'est comme si c'est ce scandale-là qui justifiait, qui était la cause des coupures quand il n'y a plus. Maintenant, après ce scandale mis sur la place publique, et avec le départ en vacances ou en congé sanitaire de Zagonik, on n'a plus de coupure comme avant. Mais je pense que si on doit électrifier sans zone rurale, il faut s'assurer de la disponibilité. Parce que quand vous n'avez pas la disponibilité, en tout cas de l'énergie, dans une proportion donnée, et que vous électrifiez encore sans localité, ça veut dire que quoi? Le poids augmente. La demande augmente. Après, il ne faut pas perdre de vue, je comprends, j'entends bien ce que vous dites, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ceci se fait bien souvent en termes de zone, c'est-à-dire que oui, en fonction donc de la manière dont telle zone est fournie en électricité, il peut
il peut être possible justement de rajouter d'autres abonnés sans que cela ne pèse sur, par exemple, la zone sud. Les gens ne disent pas la vérité. Sur la zone sud, gens par ne exemple. Disent pas, attendez, Oui. bon, à ma mère, pas. Oui. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Les gens ne disent pas la vérité à Patrice Talon. Sur ce coup-là, ils ne disent pas la vérité à Patrice Talon. Je vous explique. J'ai été interpellé il y a quelques jours par un citoyen de Porte-Nouveau qui m'explique qu'ils ont payé pour les compteurs. Oui. On leur a dit qu'il n'y a pas de compteur, que c'est le gouvernement qui l'a envoyé. Après, ils ont eu les compteurs, mais ils n'ont pas donné les compteurs, placé les compteurs. Je ne sais pas si c'était avec vous. Une dame a appelé le Savet pour dire toute la souffrance qu'elle connaît dans le... Je crois que c'était avec Maury. Vous avez fait une émission par rapport à et la dame a appelé pour dire, elle a payé, quand on a dit 1 million de compteurs, là, vous vous rappelez ce projet-là. Où en sommes-nous? Quel est le bilan? Combien de personnes, le 1 million de compteurs de population dont on a parlé là, combien de personnes ont pris dedans déjà? Il y a des problèmes à régler, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, allez dans la bonne vie là, je connais des gens qui... J'en conviens, Laurent, j'en conviens. Pour vous dire quoi? Ce que je dis, c'est simple, c'est-à-dire que quand je prends une zone, par exemple, comme, disons une bêtise, le plateau, d'accord, qui est fourni en électricité avec une certaine quantité. La quantité justement qui est mise à disposition là-bas n'est pas forcément celle qui est mise à disposition au niveau d'une ville comme Cotonou ou Porto Novo. Oui, mais... Donc oui, s'il y a possibilité d'élargir le réseau de ce côté-là, tenant compte de la disponibilité de l'énergie, pourquoi ne pas le faire? Quitte à trouver d'autres solutions maintenant pour Cotonou, Porto Novo. Les projets qui existent avant là, oui. Où en sommes-nous? Quel est le bilan? Dans 1 million de compteurs dont on a parlé là, combien ont pris de compteurs? Parce que des gens, je connais au moins 2-3 personnes qui se plaignent de n'avoir pas leur compteur et pourtant ils ont payé. Et ils finissent de payer, contrôleur leur dit de venir payer encore parce que ce qu'ils ont positionné, posé comme matériel, que ce n'est pas de qualité, et on vient faire le contrôle, on leur dit d'aller encore payer. Quel est le bilan aujourd'hui? Faisons le bilan d'abord, avant de dire qu'on veut encore lancer un projet où les gens ne vont pas dire la vérité à Patrice Talon, vont prendre de l'argent chez les populations, ne vont pas faire ce qu'ils doivent faire. Et après, tout ça, c'est sur Patrice Talon que tout ça rejaillit. Parce que le problème, ce n'est pas les agents de SBE. Les gens vont dire le gouvernement de Patrice Talon, parce que c'est lui qu'on a élu en réalité. C'est de ça que je parle. Que les gens disent la vérité à Patrice Talon. Merci à vous. Laurent Roland, Tony